l'hiver s'installe à l'émission. Pour clore la saison, 4 épisodes sous la neige. Parce que la rando, ce n'est pas juste l'été, c'est à l'année, à travers tempêtes et sommets enneigés. L'hiver, c'est ma saison préférée. J'ai toujours apprécié m'imprégner de la pureté du blanc des cristaux et côtoyer le bleu profond de la glace dure de la saison froide. Elle a toujours été synonyme de sommets blancs à atteindre. C'est l'inévitable appel de la montagne. La poudreuse qui crisse sous les pas. Des sommets mythiques comme l'Elbrus et surtout le Denali, que j'ai foulé par l'influence de Bernard Voyer, explorateur de chez nous, qui l'avait tellement vanté lors d'une de ses conférences que je n'ai pu la sortir de mon esprit jusqu'à son ascension plusieurs années plus tard. Devinez quoi? Elle me hante encore plus maintenant, j'y pense régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est ici, chez nous, que l'aventure se poursuit. Au pays de Bernard, d'ailleurs. Direction Bas-Saint-Laurent, et pas n'importe quand, en pleine tempête de la décennie et possiblement du siècle. On verra bien. 113 cm de neige à Saint-Narcisse-de-Rimouski. La route 132 coupée, un territoire figé sous une mer blanche. Le vent qui hurle, la poudrerie qui efface tout. C'est dans ce décor extrême qu'on plonge. En avant. Le canot à glace, un sport d'ici, unique au monde. Héritage des premiers habitants, jadis seul moyen de traverser le fleuve en hiver. Aujourd'hui, c'est une course effrénée entre l'eau noire et les champs de glace mouvants. Les équipages pagayent à pleine force, sautent hors du canot pour le pousser sur la banquise, glissent sur la neige, repartent sur l'eau. Un ballet brutal où chaque seconde compte. Pas de moteur, pas d'abri. Juste la force des bras, des jambes et du mental. Ici, le fleuve est maître. Le froid mord, la glace craque, les marées façonnent un terrain de jeu en perpétuel changement. Affronter le Saint-Laurent, c'est se mesurer à l'un des défis naturels démesurés du Québec. Un sport mythique, un exploit à chaque traversée, à chaque course. Rimouski, une ville au cœur de la région, posée sur les rives du Saint-Laurent, entre les grandes villes et l'immensité de la Gaspésie. Un décor où le fleuve et la forêt se rencontrent, où l'air salin se mêle au vent du large. C'est la première fois qu'Alexis le randonneur y pose ses raquettes en hiver. Et le potentiel est immense. Des sentiers enneigés qui serpentent le littoral, des montagnes qui s'élèvent en arrière-pays. Un terrain de jeu parfait pour la rando hivernale. Mais Rimouski, c'est aussi une ville de passion et de dépassement. Du sport avec ses équipes locales, comme l'Océanique, qui fait vibrer la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Du savoir avec l'Université du Québec à Rimouski, un pôle majeur pour les études en sciences de la mer. Ici, on vit au rythme du Saint-Laurent, pas de doute. Et ce fleuve, justement, il a forgé une tradition unique, le canot à glace. Un sport d'exception, né de la nécessité, autrefois seul moyen de relier les rives en hiver. Tout a commencé à l'île aux Coudres, où les premiers canoïstes défiaient le courant pour assurer les échanges entre les îles et la terre ferme. Puis, Québec a perpétué la tradition en faisant un sport organisé. Et aujourd'hui, Rimouski s'impose comme l'un des hauts lieux de cette discipline extrême.
Le seul endroit où il est enseigné à travers une formation officielle par un lieu d'études attesté par le gouvernement. Un héritage d'endurant et d'audacieux. Une course contre le fleuve et l'hiver. Parce que nous avons toujours su apprivoiser l'hiver, nous avons développé des moyens uniques pour le traverser. Le canot à glace en est l'une des plus belles preuves. À l'UQAR, ce savoir se transmet dans le seul programme sportif universitaire au monde consacré à cette discipline. C'est là que je me rends, à la rencontre de celui qui en est l'entraîneur et qui, malgré son origine française, a adopté avec cœur ce sport de chez nous. Il s'appelle Tom Birian. J'ai découvert le canot à glace en 2013, donc j'avais 20 ans, puis je suis venu à l'Université du Québec à Rimouski. Je ne connaissais pas ce sport-là, ça faisait partie de l'offre. J'ai juste candidaté, puis j'ai été pris dans l'équipe. Le canot à glace, ça fait quand même partie de mon parcours à l'université, puis des raisons pour lesquelles aussi j'ai poursuivi ici tout ce temps-là. Je coach les équipes du Nordais, puis j'ai fait mes études bac, maîtrise et doctorat à l'université ici à Rimouski. Avant d'être un sport, l'activité du canot à glace était déjà très présente. On sait que les Premières Nations utilisaient le canot à glace. Alors c'était surtout des canots en bois d'écorce. Avant ça, finalement, on n'a pas vraiment décrit, mais on sait qu'il y a 4 siècles, c'était déjà utilisé comme moyen de transport. Beaucoup dans les régions où il y a des îles proches du continent, parce qu'il y a des périodes où c'est vraiment le seul moyen de transport. On pense que le canot à glace, c'est au cœur de l'hiver que c'est le plus utilisé, mais finalement, c'est surtout quand les conditions de glace sont précaires. Donc, par exemple, entre Québec et Lévis, avant, il y avait un pont de glace. Au cœur de l'hiver, le canot à glace devenait un peu désuet, mais à l'automne, disons, puis à la fin de l'hiver, c'est vraiment là que le canot à glace était pratiqué beaucoup. Disons qu'au 19e siècle, à Lévis, juste à Lévis, il y avait plus de 200 personnes dont c'était le métier. Le train est d'abord arrivé à Lévis, puis tout le courrier de Québec était acheminé par canot à glace en hiver. C'est quand même pratiqué depuis vraiment longtemps, puis c'est devenu un sport plus, disons, au 20e siècle, progressivement. La compétition la plus vieille, c'est le carnaval 1894. C'est à l'occasion du carnaval de Québec. À ce moment-là, c'était dans des bateaux en bois complètement différents. On avait des petites pagaies à la main, alors qu'aujourd'hui, on rame avec nos jambes beaucoup plus. Les gens étaient assis 2 à 2, alors que maintenant, on est 1 à 1. Il y a plein d'améliorations qui ont été apportées. Puis les canots en bois ont progressivement laissé leur place à des canots en fibre de verre ou en fibre de carbone maintenant. Les courses, depuis que j'ai commencé, donc il y a 11-12 ans, il y en a toujours eu entre 4 et 7. Il y en a un petit peu à différents endroits, évidemment, sur le fleuve. Parfois à Montréal, mais sinon, c'est beaucoup à Québec que ça se passe. Il y en a une à Port-Neuf, il y en a une qui est comme une course un peu historique, aussi parce que le sport est pratiqué là-bas depuis longtemps, avant même qu'il soit un sport à l'île aux Coudres. Puis il y a celle du BIC que j'organise notamment à chaque hiver. Au sortir de cette tempête historique qui s'est abattue la veille sur la région, laissant derrière elle un impressionnant manteau blanc, je scrute les vestiges de cette tempête dans le décor qui rappelle la force de la nature et le caractère bien trempé de notre climat nordique. Sur la route vers Terfa, les paysages enneigés s'étendent à perte de vue, ponctués de toits ensevelis et de forêts figées sous le poids de la neige. En été, la pluie et la chaleur sculptent le territoire à leur manière, mais l'hiver, lui, transforme les perspectives en ajoutant couche après couche, convertissant chaque sentier de randonnée en un défi d'une blancheur immaculée. Randonner en raquette, c'est embrasser l'hiver dans toute sa splendeur. Du cercle arctique, où j'ai foulé les vastes étendues de l'Alaska Range, au sommet balayé par le vent des Adirondacks et des Montagnes Blanches, chaque expédition m'a appris à redéfinir l'effort. Contrairement à la marche en été, où chaque pas semble couler naturellement, la raquette impose un rythme plus lent, un ancrage plus profond dans le paysage. Chaque montée exige davantage de puissance, chaque descente une maîtrise différente de l'équilibre. L'effort est total, engageant muscles et souffle, mais c'est aussi ce qui amplifie le sentiment d'accomplissement à chaque sommet atteint.
territoire extraordinaire. On est au nord de Rimouski, à Saint-Narcisse, un petit peu plus dans les terres. C'est un territoire aussi qu'on appelle TERFA, qui met en commun la réserve du Chénier et les canyons des Portes de l'Enfer. C'est un territoire où on peut faire de la chasse, de la pêche, du plein air. Et là, on sort de 3 jours de tempête hivernale, de blizzard, avec des vents incroyables de 90-100 km/h, 113 cm de neige. Ça fait du bien de pouvoir se dire qu'on va pouvoir cette fois-ci vraiment en profiter. Puis là, j'ai vraiment hâte de me lancer dans le sentier. Je vais enfiler mes raquettes, j'amène mes bâtons de marche. Et puis, on se revoit un petit peu plus loin, je vous ferai un petit topo sur les raquettes. L'hiver dans la belle province, c'est bien plus qu'une saison. C'est un mode de vie. Randonner ici, entre les chalets enneigés et les sentiers immaculés, c'est redécouvrir cette relation unique que nous avons avec le froid. Pour l'aimer, il faut le côtoyer. Peu importe la distance parcourue, l'essentiel est ailleurs. Dans le plaisir simple de fouler cette neige abondante, dans l'émerveillement renouvelé devant tant de blancheur. Grosse rando de raquettes, beaucoup de neige. Évidemment, selon la quantité de neige, selon le type de sentier, il y a différents types de raquettes. Principalement sur le marché, on va retrouver 3 grandes catégories. La première, c'est la raquette de flottaison, donc celle qui va nous servir hors des sentiers battus, plutôt dans les champs, par exemple, où on a une bonne accumulation de neige. On a également la raquette dite plutôt de montagne, qui, elle, va nous donner beaucoup plus de crampons parce qu'on veut l'utiliser la plupart du temps dans des sentiers qui sont pentus. Donc, on veut une accroche additionnelle. On a donc des crampons dentelés de chaque côté. On a également des dents à l'avant sur le pivot du pied pour nous aider à nous agripper dans la neige et parfois même dans la glace. La troisième catégorie, qui est de plus en plus populaire, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est la raquette pour la course. Donc, certains vont enfiler des petites raquettes, beaucoup plus petites, pour aider à faire une grande foulée et courir sur la neige, qui est essentiellement de la neige battue ou damée. Si vous aviez une seule raquette à acheter, je vous conseille une raquette de montagne parce que la plupart des sentiers, souvent, sont tapés quand on va dans les parcs et ça va nous permettre de pouvoir bien saisir notre pied, de bien s'agripper quand on a des côtes sur la neige durcie ou la glace. Alors, c'est une raquette qui est beaucoup plus versatile. Toutes les pièces aussi, on peut les acheter quand ça brise, indépendamment, souvent plus facilement qu'une raquette de flottaison. Bon, là, moi, un petit lunch, puis je retourne en raquette, j'en ai pas eu assez. S'arrêter en pleine forêt, sous un épais manteau de neige et prendre le temps de manger quelque chose de chaud, c'est un de mes plaisirs simples de l'hiver. Du réconfort à l'état sauvage. Peu importe où l'on se trouve, il suffit de tracer un espace dans la neige pour s'installer. Comme si, l'instant d'un repas, on s'appropriait ce coin de nature. Au Québec, la raquette n'est pas qu'un simple loisir, elle est un héritage. Aujourd'hui encore, cette connexion avec le territoire demeure, que ce soit en traçant un sentier dans la neige vierge ou en affrontant les glaces du fleuve en canot. Chaque sortie en raquette est un hommage à ce savoir ancestral, une manière de redécouvrir la nature dans sa forme la plus brute et la plus authentique. Le fleuve, c'est vraiment notre terrain de jeu. À chaque endroit, il est vraiment différent. À Portneuf, Québec, Rimouski, Montréal, c'est vraiment très différent. C'est très difficile à lire. Par exemple, quand on fait du ski, s'il y a une dombe de neige, qu'on sait un peu d'où il vente, on peut se dire, OK, les conditions vont être comme ça. Mais nous, le fleuve, il est assez difficile à lire dans ce sport-là parce que
Il y a les conditions de température. C'est pas du tout la même glace qui se forme à -5, -10, -15, -20. On est dans de l'eau salée, le fleuve fait 40 km de large. On a quand même 4 mètres de marée 2 fois par jour. Donc là, c'est plein de conditions comme ça, en plus du vent, de la houle, des vagues. Donc c'est assez difficile. Puis avant les pratiques, j'essaie toujours un peu d'estimer ça va être quoi les conditions. Puis c'est vraiment difficile de ne pas se tromper. À chaque pratique, on va au même endroit. On s'en va à la marina, puis quasiment à chaque jour, c'est différent. Le paysage est différent, les conditions dans lesquelles on fait du canot à glace sont différentes parce qu'il y a des courants, il se passe plein de choses, puis la glace, elle n'est pas forcément fixe. L'avenir du sport, c'est sûr qu'il est très lié au changement climatique. La neige, si on fait du hockey, du ski, de l'escalade de glace, le seuil, c'est 0 degré Celsius. Au-dessus de 0 degré Celsius, ça fond, en dessous, ça se forme. Mais nous, la glace, surtout dans de l'eau salée comme ça, au-dessus de -5, elle a déjà chaud. Le banquier s'érode, puis il n'y a pas de formation de glace. Donc c'est sûr que c'est un des sports qui est quand même voué à avoir de la misère à continuer, pour ne pas dire disparaître dans des endroits comme ici. À quelle échéance, je ne sais pas vraiment. Mais on en profite, puis c'est quand même triste de se dire ça. Mais dans des endroits comme Québec, où le fleuve est plus petit, que l'inertie thermique a moins d'importance, puis que c'est de l'eau douce aussi, je pense qu'il y a quand même encore de l'avenir. Mais c'est vraiment, on voit la saison qui se raccourcit. Avant, les courses étaient aux 2 semaines, puis maintenant, elles sont aux semaines parce que tout le monde veut avoir, moi j'en organise une, puis on veut tous avoir notre course en février parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir de la glace. Donc un avenir, je dirais, incertain, qui se compte probablement en décennies. Autour, tout est calme, absorbé par la neige qui étouffe le moindre bruit. L'hiver transforme la forêt en un monde feutré, presque irréel, où le temps semble ralentir. C'est dans ces moments, face au soleil, bien au chaud malgré le froid, qu'on ressent pleinement la beauté brute de la saison. L'hiver redéfinit la randonnée. Avec la neige fraîche et l'absence de sentiers tracés, je me suis laissé porter hors des chemins habituels. C'est l'un des grands privilèges d'une réserve faunique, cette liberté totale d'aller là où l'envie me mène, sans contrainte. Ici, la forêt ne se contente pas d'être un décor, elle devient un territoire à apprivoiser. Encore jeune, Terfa s'impose déjà comme une destination d'avenir pour la randonnée hivernale au Québec. Le territoire se développe, les possibilités se multiplient et l'engouement grandit. Pour en apprendre davantage sur ce lieu fascinant et son évolution, je rencontre Maxime Gendron, directeur général de Terfa, qui nous en dira plus sur cette réserve exceptionnelle et les projets à venir. Maxime, ici, c'est un territoire, disons-le, un peu sauvage, mais c'est vraiment le jumelage de 2 territoires exact. À la base. Terfa, c'est la fusion entre la réserve faunique du Chénier et le canyon des Ports de l'Enfer. On est à peu près à 30 minutes de Rimouski. Beaucoup de faune, beaucoup d'endroits vraiment préservés. Le côté canyon des Ports de l'Enfer qui est vraiment plus plein air, disons-le comme ça, avec entre autres des sentiers de randonnée. Puis ici, historiquement, c'est la chasse, la pêche. Exactement. Le fait que ce soit 2 territoires exceptionnels, en les mariant, on rejoint tous les types de clientèle qui s'intéressent de près ou de loin au plein air. Comment ça se passe, la cohabitation entre justement les chasseurs-pêcheurs et les gens de plein air? Bien, vu qu'on a un grand territoire regroupé, ça nous permet quand même d'isoler des secteurs sans nuire aux activités d'un côté ou de l'autre. Ouais. Des choses qu'on a découvert aussi, nos chasseurs trouvaient que le fat bike était un bon outil pour pouvoir aller en forêt, se déplacer rapidement, silencieusement. Puis les gens qui viennent pratiquer du plein air en famille, pourquoi pas leur faire une petite journée de pêche, on mange quelques truites le soir autour du feu, puis on joue toutes les clientèles comme ça. Même dans les 2 territoires, la rivière est toujours présente. La rivière, et aussi, c'est la plus grande concentration de plans d'eau au sud du fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment ici à du Chénier. Il y a plein de lacs, il y a plein de chapelets de lacs où est-ce qu'on peut faire du canot camping, des longues randonnées. Merci pour les infos. Ça fait plaisir.
Faire une sortie de randonnée comme ça, c'est fantastique. Avec beaucoup de neige. C'est pas quelque chose de régulier, là. C'est vraiment une belle dépense énergétique. Dans un milieu sauvage comme celui-là, ben, ça reste magnifique. C'est un peu comme grimper un sommet, mais en restant sur le plat. Ça me fait penser un peu au canot à glace. Tu fais pas du canot à glace pour faire du canot. La plupart du temps, on est sur la banquise. Évidemment, on rame un peu dans l'eau quand il y a des vannes d'eau, des possibilités de le faire, mais c'est un peu comme aujourd'hui. C'est pas une raquette dite normale ou répandue. Mais ça vaut la peine, c'est le fun de le faire à l'occasion. Puis de se perdre soi-même dans le bois. Ah. Puis quand je fais un effort, ben j'aime ça. Me servir une petite bière en admirant la forêt, la neige. Santé. En arrivant à Rimouski, c'était la tempête extrême, blizzard. Je ne savais pas si on allait être capable de pouvoir venir profiter du territoire ici. Quand c'est une tempête comme celle-là, avec autant de centimètres, 113 cm ici, qui est un record, en tout cas depuis très, très longtemps, c'est certain que quand tu es un gars de plein air, puis que tu aimes la neige, tu aimes l'extérieur, puis qu'il y a 1 mètre de neige qui tombe, ben tu peux pas t'empêcher de tout de suite courir dans le bois. Fait que je suis là, puis j'en profite. L'hiver redessine le paysage, impose son rythme et nous pousse à l'apprivoiser. Mais plutôt que nous en détourner, nous choisissons de plonger dedans, de nous mesurer à lui, de savourer chaque défi qu'il nous lance. Car ici, au Québec, l'hiver ne nous contraint pas, il nous façonne. Il est une saison que l'on n'endure pas, mais que l'on habite pleinement. Il est au cœur de nos sports, de nos explorations, de notre quotidien. Chaque hiver est unique par sa durée, par ses caprices, par l'empreinte qu'il laisse sur le territoire. Et c'est là notre privilège, celui de vivre dans un endroit où la nature dicte ses propres règles et où nous, année après année, apprenons à les comprendre, à les respecter et à nous en nourrir.